Salut YouTube, nouvelle analyse aujourd'hui. Cette fois-ci, ça va être le template vue top-down. Je vous rappelle cette série, l'objectif c'est de regarder comment l'équipe d'Epic Games a justement conçu ses projets pour qu'on puisse regarder bien comment ça a été codé, quelles fonctions ont été utilisées et tout ça, ça a pour but de se dire tiens, mais pour mes propres projets, ça je le faisais pas comme ça ou alors ça je ne sais même pas que ça existait mais c'est trop bien de pouvoir l'utiliser comme ça. Et donc tout ce que nous allons voir ici qui à la base donc est fait pour un projet vue top-down, c'est-à-dire vue du dessus, eh bien vous le savez, vous pouvez vous en servir dans n'importe quel autre type de jeu. C'est de la programmation, c'est pas quelque chose qui est figé. Donc on va apprendre plein de bonnes choses pendant ce tuto et le résultat donc c'est celui-ci. Nous avons quand on déplace la souris cette petite cible verte qui indique sur quelle direction on pointe et si j'appuie sur le bouton gauche de ma souris ça fixe la destination et du coup le joueur va à cette destination. Si je maintiens le bouton gauche enfoncé, je définis en permanence une nouvelle destination et du coup mon personnage est en train sans arrêt de courir. On va donc passer à l'analyse. Tout d'abord, petit rappel, le top-down c'est celui-ci quand vous créez un nouveau projet, c'est donc le template top-down qui est là. Vous avez le petit récapitulatif qui vous redit en fait par rapport au top-down ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire par rapport à la vue, etc. Et vous avez après les différents types d'assets et de classes que nous allons voir, mais tout ça on va l'analyser tout de suite, donc je ne vous embête pas avec ça. On retourne directement sur le projet et ce que l'on va faire, c'est dans le dossier Blueprint, directement regarder le top-down character puisque c'est un des éléments principaux de ce template, à savoir le personnage. Et on voit quoi tout de suite dans l'onglet Viewport? En fait, on se retrouve dans exactement la même présentation, la même configuration que ce que nous avons pour un projet à la troisième personne en TPS. Effectivement, on a un mannequin classique, parce qu'on a beau avoir une vue différente, à partir du moment où vous voyez un personnage qui se déplace en 3D, que vous passiez votre jeu à la troisième personne ou comme ça, vue du dessus, ça va se gérer quasiment exactement de la même façon, mis à part au niveau du déplacement. Donc on fait un petit tour rapide du côté des componentes, c'est-à-dire voir de quelles composantes il est constitué. Tout d'abord le capsule component qui va permettre notamment de gérer les collisions, exactement comme en TPS. Nous avons ensuite le arrow component qui est cette flèche ici qui nous permet de voir dans quelle direction en fait le joueur va avancer. C'est pas du tout obligatoire, mais il y est par défaut. Nous avons ensuite le skeletal mesh, donc ici qui s'appelle mesh, mais c'est un skeletal mesh, donc qui est réglé avec le skeletal du mannequin d'Unreal, d'où le fait qu'on ait ce personnage-là qui soit présent. Nous avons ensuite le spring arm, qui est ce bras donc, qui tient la caméra qui est tout en haut. On voit déjà qu'on a deux caméras, on va voir dans un instant pourquoi. Donc là, du coup, le caméra, vous voyez que le spring arm, plutôt la perche, on voit qu'elle est vraiment pas du tout à l'horizontale et dans le dos du personnage, mais qu'elle est forcément fortement en hauteur pour avoir cette fameuse vue typique des jeux en top-down. Enfant de ce spring arm, nous avons forcément la caméra qui est tout en haut. Ensuite, une chose intéressante aussi, c'est ceci. Alors, on ne le voit pas trop de base, mais on a le cursor to world, c'est le nom qui a été donné à ça, mais en fait, c'est un decal component, c'est-à-dire un système de décal. C'est ce qui nous permet d'afficher cette cible en permanence sur les murs, sur le sol, en gros, de cibler avec la souris. On voit concrètement la partie du jeu que nous sommes en train de cibler et qui va être définie comme nouvelle destination pour le joueur. Donc on voit que de base, elle est mise dans le personnage, alors que pourtant en jeu, ça va sans arrêt se déplacer à l'extérieur du personnage. Mais vous voyez que Epic donc a pris le parti de la mettre dans le blueprint du personnage, ce qui donne un petit peu cet effet verdoyant au niveau de ses pieds. Quand on sélectionne le décal, on voit à droite les propriétés. Ici, nous avons un décal matériel, on va le voir dans un instant, mais effectivement, les décals, ça fonctionne avec un matériau, c'est-à-dire qu'on va définir une zone qui est de base invisible pour les joueurs, mais c'est le matériau que l'on va définir dans cette zone qui va être projeté justement dans cette fameuse zone qu'on aura définie et qui va nous donner comme ça cet effet un petit peu de projection sur notre jeu. Nous continuons, nous avons un deuxième spring arm avec une deuxième caméra et en fait ce deuxième spring arm, la deuxième caméra, ça va être tout simplement pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire que on l'a déjà vu dans un autre projet, la réalité virtuelle, soit par exemple quand vous allez activer votre casque de réalité virtuelle, vous allez modifier les valeurs de la longueur de ce spring arm, la valeur de rotation de la caméra, etc. Soit vous placez carrément un deuxième spring arm et une deuxième caméra. Et quand vous allez activer votre casque, vous allez désactiver la première caméra pour tourner que sur la seconde, ou inversement si vous désactivez le casque. Donc ça fait partie d'une autre possibilité. On va le voir dans la partie Blueprint. Et dernier component, forcément hyper important quand on gère un personnage, c'est le character movement, qui est typique de la classe, regardez, la classe de l'acteur que nous sommes en train de regarder, c'est une classe caractère bien évidemment. Donc ça nous permet d'avoir ce character movement qui est le component qui permet d'avoir tous les paramètres par rapport au fait qu'il puisse se déplacer, courir, sauter, etc. Tout ce qui est typique d'une classe caractère, c'est ce qui nous permet donc de faire tout ceci. Donc ça c'est pour la partie composante, de quelle composante il est constitué.
Passons maintenant dans la partie code avec l'Event Graph. Je dézoome, il n'y a pas grand chose à voir dans un premier temps, hein, vous voyez, on va regarder donc tout de suite. Sur l'Event Begin Play, comme on l'a bien souvent dans tous ces templates, on va avoir ici quoi? Eh bien, le fait de changer, c'est ce que je vous disais à l'instant, de caméra en fonction de est-ce que j'ai mon casque de réalité virtuelle qui est activé ou pas. Donc, is Multi Display Enabled? Si c'est vrai, à ce moment-là, j'active ma caméra de VR. Et si c'est faux, j'active ma caméra 1, qui est la première que nous avons vue, tout simplement. Donc ça, c'est le système tout simple qui permet de basculer d'une caméra à l'autre. Pour faire ça, par contre, on voit que nous sommes en train d'activer les caméras. Donc, je vais aller sur une ou sur l'autre. Donc, je prends par exemple la première caméra. Je vais déplier un petit peu. Et vous voyez ici, le Auto-Activate, c'est très important. Il est décoché par défaut. Quand vous créez un acteur de classe caractère, ce sera toujours coché par défaut. Quand vous mettez une caméra, elle sera toujours activée. Si je prends ma deuxième caméra de VR, même chose, elle est désactivée. Donc là, Epic a pris le parti de désactiver les deux par défaut. Et quand l'acteur va être posé en jeu, quand il va être chargé, on va activer l'une ou l'autre en fonction de est-ce que mon casque est chargé ou pas. Voilà le parti. Je dis ça parce que parfois on a tendance à activer l'une par défaut par exemple, et quand on va regarder si notre casque est branché ou pas, on va désactiver la première et activer la deuxième. Vous faites comme vous voulez, mais ça vous permet de voir ce que fait Epic, qui en général est plus logique. Ensuite on a quoi ? On a ici Input Action Reset VR qui va nous permettre de modifier l'orientation et la position. Pareil, c'est lié à la réalité virtuelle. Je regarde de quoi en fait. Reset Orientation by Setting Roll and Pitch, Assuming Current Row, blablabla. Ok. Et c'est quoi en fait ? C'est vraiment le dédié. Du coup, comme je ne fais pas de VR, je ne saurais pas vous dire exactement qu'est-ce que ça fait en termes de réalité virtuelle. Je vois que la target, c'est justement le casque. Donc, ça permet de modifier l'orientation et la position du casque. Donc voilà, j'ai pas de casque, donc je peux pas vous dire précisément. Mais en tout cas, ça permet de réinitialiser la valeur du Yo par rapport au casque de réalité virtuelle. Donc ça, bien évidemment, c'est un action mapping. C'est-à-dire que ça a été créé par Unreal. Donc, vous avez une touche qui vous permet de pouvoir faire ce fameux reset de l'orientation et de la position. Perso, j'ai pas de VR, je ne peux pas vous en dire plus. On continue ensuite, on a ici l'event tick, donc ça c'est sur chaque frame, rappelez-vous. Cette fois-ci, on voit que le delta seconde n'est pas géré, donc là pour le coup, que vous ayez 30 fps ou 120 fps, à chaque frame ça va faire la même chose. On voit aussi à nouveau la vérification, la VR est assez présente dans ce pack, donc on voit qu'il y a une vérification, savoir si j'ai un casque de réalité virtuelle ou pas. Si j'ai un casque de réalité virtuelle, je fais hop là, ceci, toute cette portion de code, et si je n'ai pas de casque de réalité virtuelle, à ce moment-là, je fais ce qui est en bas. On va déjà faire ça, et après on va survoler un petit peu la partie VR. Donc sur chaque tick, qu'est-ce que je fais si je n'ai pas de casque de réalité virtuelle? Et là, ça va être super intéressant, vous allez voir. La finalité, c'est quoi? C'est la fonction qui est ici, Set World Location and Rotation. De quoi? Du cursor to world. Le cursor to world, rappelez-vous, c'est ce component qui est là, qui est le fameux décal. C'est-à-dire que cette fonction, elle va nous permettre à chaque tick de pouvoir positionner Set World Location and Rotation, donc de pouvoir positionner notre fameux décal, notre fameuse cible verte, à chaque frame en fonction de là où se situe justement la position de la souris. C'est justement le système. Donc on voit bien notre premier input ici, le target, c'est bien le cursor to world, donc on va déplacer notre décal. Et par contre, après, il nous faut quoi? Il nous faut renseigner ceci, le location et le rotation, c'est-à-dire à quel endroit et comment est-ce qu'on doit tourner ce fameux décal. Donc tout d'abord, le location, comment est-ce que Unreal, comment est-ce que Epic a renseigné ça? Ils ont récupéré le Get Player Controller tout d'abord, puisqu'effectivement, c'est la souris qui va nous permettre de savoir à quel endroit on doit placer tel ou tel acteur. Donc du coup, la souris, c'est forcément le contrôleur du joueur. Donc ils récupèrent tout d'abord ceci. Suite à quoi ils appellent cette fonction, le Get Its Result Under Cursor by Channel. Autrement dit, ça va sans arrêt, quand vous allez déplacer votre curseur, ça va sans arrêt regarder quel est l'élément qui se trouve justement sous le curseur de la souris pour traduire mot à mot. C'est-à-dire qu'à chaque frame, vous allez avoir sans arrêt, on le voit, c'est ici sur le channel Visibility, vous allez avoir un tracé qui va se faire et qui va permettre de récupérer l'acteur qui a juste sous votre curseur de souris. Et donc, ça va vous permettre de savoir si vous êtes sur du sol, sur le mur, etc., etc. Donc, cette fonction, elle est super intéressante. Du coup, ici, on a le hit result. Rappelez-vous, le hit result, ici, on a le break qui est ici. Ça nous retourne toutes les informations, justement, sur ce hit, c'est-à-dire sur le toucher. Qu'est-ce qu'il y a derrière ma souris? Et là, on retrouve plein d'informations. Et ce que va utiliser Unreal, c'est le location, c'est-à-dire, justement, l'endroit où se trouve ma souris, l'endroit où se trouve le hit, pour pouvoir définir ceci en tant que nouvelle destination pour que le joueur aille vers là-bas. On a ensuite une deuxième chose qui est utilisée ici pour faire la rotation, c'est-à-dire pour savoir
Est-ce que notre décal, on doit lui faire une rotation ou pas? Parce que c'est pas magique, ça ne s'adapte pas tout seul en fonction de la disposition de l'asset. Et du coup, ici, on va récupérer l'impact normal. C'est quoi l'impact normal? La normale, c'est quand vous avez une face. Donc, par exemple, vous avez ceci qui est une face. L'impact, c'est forcément la direction vers laquelle ma face est tournée. Donc là, j'ai une normale qui part de ce côté. J'ai une normale qui part vers vous sur la petite face ici du téléphone. Une normale qui part vers le haut, etc. Et donc là, si ma souris elle se situe à ce niveau-là, le tracé il va toucher sur cette face, et la normale, elle va dire, hop, c'est cette direction. Donc voilà ce que c'est en train de faire. Du coup, ça nous permet de savoir vers quel côté, tout simplement dans le monde 3D, dans quelle direction se trouve la face sur laquelle se trouve actuellement notre curseur. Depuis ça, Unreal utilise la fonction Make Rotation from Axis en récupérant uniquement le forward, puisqu'une fois de plus, l'impact normal, c'est uniquement une direction en fait, c'est la direction vers laquelle elle est tournée. Donc du coup, on utilise uniquement le forward, on n'utilise pas le right, on n'utilise pas le up. Dans le cadre, nous, de ce qui nous intéresse, c'est vraiment une seule direction vers laquelle il est tourné. C'est pour ça qu'on utilise uniquement le forward, et ceci nous permet de retourner au format rotator la rotation que l'on doit appliquer justement à notre acteur. Et donc le résultat, il est celui-ci. Hop, quand j'ai ma souris comme ça qui se déplace sur le sol, et bien du coup j'ai bien mon curseur qui se met à jour en temps réel. Si je me mets sur le côté, on voit bien le curseur, on voit bien le décal qui a bien fait une rotation de façon à ce qu'il se mette justement par rapport à la normale de la face sur laquelle je suis en train de survoler comme ça, de façon à ce que la cible, hop, ait fait une rotation à 90 dans ce sens-là. On voit un petit peu après, quand on s'amuse à aller sur les angles pour regarder un petit peu ce que ça fait. Alors là, on est presque bon, vous voyez, quand on passe sur l'angle, on a deux changements d'état, parce qu'en fait, on a un bevel au niveau de l'angle qui doit être sur 2-3 faces maximum. Du coup, à chaque fois qu'on survole une face, on voit un petit décalage comme ça de notre décal. Mais c'est vraiment très propre, on a un bon résultat, donc ça fait bien le taf. Perfecto. On continue, on va survoler la partie VR. Je dis survoler parce que n'étant pas équipé une fois de plus, je ne saurais pas être assez précis dessus. Mais ce que ça fait, donc sur chaque tick, ça va faire un line trace by channel pour ensuite à nouveau modifier la position du curseur. Donc la finalité en tout cas elle est la même, si ce n'est que la source n'est pas la même. Quand on n'a pas de casque, la source c'est la souris, ce que l'on vient de voir. Donc on passe par ce fameux get it result under cursor by channel. Et quand on a un casque de réalité virtuelle, on prend la caméra que l'on utilise dans le cadre de la réalité virtuelle. Le line trace va nous permettre de définir depuis cette caméra, donc hop là, depuis la caméra qui est à la base et là-haut. Donc ça va nous permettre de définir un point de départ, qui en général est justement la caméra, un point de fin sur une certaine distance, et de regarder justement vers où on regarde comme ça, et de positionner via le line trace la même chose, c'est-à-dire quand il va y avoir un hit, quand sur le channel visibility, on va avoir une ligne invisible, si vous voulez, qui va être tracée en permanence. Et dès que cette ligne elle va arriver contre un obstacle, à ce moment-là, ça va afficher, donc que ce soit le sol ou autre chose, ça va afficher notre fameux curseur. Donc c'est exactement le même système, après avec exactement les mêmes fonctions ici, c'est-à-dire on récupère le location, l'impact normal, c'est exactement pareil, c'est juste la source qui va être non pas la souris, mais qui va être cette fois-ci donc le casque de réalité virtuelle avec cette gestion donc en line trace. Vous avez toute une série sur toutes les fonctions de tracé qui sont sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller le voir, c'est extrêmement intéressant. Donc vous voyez, on a fait, en fait, on a couvert tout ce qu'il y a pour l'instant dans le top-down caractère. Donc tout ceci a été mis dans le personnage. Pour autant, on n'a aucune notion de déplacement pour l'instant de notre acteur dans l'espace. C'est-à-dire que dans le top-down caractère, on peut effectivement cibler ce que l'on souhaite. On peut indiquer au joueur où est-ce qu'il peut aller. Mais pour l'instant, si je clique gauche, j'ai rien à l'intérieur de mon blueprint top-down caractère qui me permet justement de pouvoir faire déplacer le personnage. Si ceci ne se trouve pas dans le personnage, il y a de grandes chances que ça se trouve dans quoi? Dans le player controller. C'est l'élément indissociable en fait de l'acteur que vous allez contrôler en jeu. Le player controller, c'est un blueprint d'Unreal Engine. Pour le créer, vous faites un clic droit, nouveau blueprint, et il est ici, le player controller. Donc c'est un acteur en jeu qui est invisible, mais par contre ça fait référence à tous les éléments de contrôle que vous allez avoir. Clavier, souris, manette, éléments de réalité virtuelle, tout ce qui peut exister qui puisse vous permettre de contrôler votre joueur. Et automatiquement, ça va être lié à votre personnage. Du coup, j'édite ce fameux contrôleur qui s'appelle Top Down Controller, qui est dans le dossier Blueprint aussi. Voici à quoi ça ressemble. Étant donné que le contrôleur, c'est un élément qui, comme je vous le disais, n'est pas visible, n'allez pas dans le viewport, ça ne sert à rien, vous ne verrez rien du tout, il n'y a aucun élément à y mettre. Et ce Top Down Controller, par contre, on voit qu'il y a du code effectivement dans l'Event Graph. Allons voir tout de suite, faisons les curieux et regardons ce qui se passe.
Le commentaire, il parle de lui-même, click and go there. Donc tu cliques et tu vas là-bas. Ça ne peut pas être plus précis que ça. Alors qu'est-ce qui se passe? On est à nouveau sur l'event tick, donc à nouveau à chaque frame. On a ici une séquence. La séquence, elle nous permet de faire quoi? Elle nous permet de regarder. Alors je regarde justement. Ok, en fait, ça sépare juste une chose. C'est ici l'input touch. L'input touch, c'est si vous avez par exemple, alors je ne sais pas si c'est vraiment spécifique à la réalité virtuelle ou pas. En tout cas, le dessin me fait plutôt penser à un trackpad, mais c'est le fait d'avoir en fait non pas un clavier souris, mais un autre élément de contrôle. Bah, ça me fait vraiment penser à l'input touch, ça me fait vraiment penser au trackpad. Ça me fait vraiment penser au trackpad. Mais je me trompe peut-être, c'est peut-être dédié vraiment à la réalité virtuelle. Mais en tout cas, c'est un autre moyen de communication que l'on a avec notre contrôleur qui va nous permettre de faire une chose. Donc on va déjà faire, nous, la première, c'est-à-dire, hop là, sur le tick, on prend le premier élément de la séquence et on a ici un input action set destination. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le projet, quand on va dans les settings et project settings et dans la rubrique input, on a donc une touche qui est liée au fait de pouvoir set une destination, donc définir la destination. On le sait, c'est le clic gauche de la souris dans mon cas, où quand je vais appuyer, je vais donner l'information au joueur de devoir y aller. Et là, on voit quoi? On voit que c'est relié à une gate. C'est-à-dire que, effectivement, à chaque tick, puisqu'on est sur un event tick, à chaque tick, si vous voulez, de base, l'ordinateur sera à l'écoute de ça. Sauf que pour éviter qu'à chaque tick, on fasse tout et n'importe quoi, qu'on déplace le personnage en permanence vers un point, on met une gate pour dire ok, à chaque tick on va faire quelque chose, mais par contre par défaut, la porte est fermée, pour reprendre le même terme. Donc on entre dès le début du jeu, on met en place cette porte, par contre elle est fermée. Comment est-ce qu'on peut l'ouvrir cette porte pour exécuter le script qui se trouve après? Et à partir de quand on va arrêter d'exécuter le script qui se trouve après? Eh bien, c'est quand on va appuyer sur notre touche qui va permettre de définir une destination. Donc, quand on va maintenir le clic gauche enfoncé, on va ouvrir la porte et du coup, à chaque frame, on exécutera le code tant que notre bouton sera enfoncé. Et dès qu'on va relâcher le bouton, on va fermer la porte. Ceci ne pourra plus s'exécuter jusqu'au moment où on la réouvrira en réappuyant sur notre bouton. Et c'est comme ça que Unreal a procédé, que Epic a procédé, pour faire en sorte que si j'appuie, que je relâche, mon joueur va là où j'ai cliqué une seule fois. Et si je maintiens le bouton appuyé, en permanence, c'est en train de redéfinir comme ça une nouvelle destination. C'est la gate qui permet de faire ceci, comme on vient de le voir. On poursuit du coup l'étude de notre gate, c'est-à-dire tant que je maintiens mon bouton enfoncé, qu'est-ce qu'il se passe? Et bien là, nouvelle vérification. Est-ce que j'ai mon casque de réalité virtuelle connecté? J'aimerais bien, mais j'en ai pas. Donc pour l'instant, on va rester sur le false, puisque je n'ai pas de casque de connecté. Ça fait quoi? Ça exécute cette fonction move to hit location. C'est une fonction qui de base n'existe pas dans Unreal, ne la cherchez pas. Elle a été créée par Epic dans le cadre de ce projet pour, on va l'analyser dans un instant, pour déplacer le personnage vers une certaine destination. On voit qu'ici, ça passe en paramètre une information. Et cette information, c'est quoi? Ah tiens, on retrouve exactement la même chose que tout à l'heure. Le get it result under cursor by channel. Autrement dit, ça va à nouveau récupérer en fait la position exacte de là où se trouve notre souris sur notre niveau, de là où on vient cliquer pour tout simplement récupérer des informations pour que le personnage puisse se rendre là-bas. Donc actuellement, c'est ce qui se passe. On rappelle cette fonction-là de façon à retrouver ces informations sur là où se trouve la souris et l'acteur qui se trouve sous la souris et on envoie cette information. On double-clique sur le Move to Hit Location de façon à voir un petit peu de quoi est constituée cette fonction qui permet de déplacer notre acteur. Elle est relativement simple là aussi. On regarde tout d'abord la finalité. Donc la fonction, dès qu'elle va être appelée, elle fait quoi? Elle passe par un branch, on va regarder la condition. Et si la condition est réunie, alors à ce moment-là, on appelle cette fois-ci une fonction qui existe dans Unreal, qui est un simple move to location, qui va, pour nous, trouver la destination, le chemin le plus rapide pour atteindre cette destination. Et ça va automatiquement faire bouger notre joueur, donc notre personnage, jusqu'à cette destination. Donc cette fonction, elle existe déjà. Par contre, effectivement, il faut lui renseigner le but à cette destination. Comment est renseigné le but et quelle est cette condition? On regarde ça tout de suite. On part du get controlled pawn, c'est-à-dire du joueur qui est contrôlé. C'est une fonction qui est très proche des get player character, get player pawn, etc. Sauf que là, on prend vraiment comme source en fait l'élément que l'on souhaite, la référence que l'on souhaite, c'est le pawn contrôlé par le joueur. Donc clic droit, get controlled pawn et vous retrouvez ceci.
Suite à quoi, on va récupérer ici avec le getActorLocation l'endroit depuis lequel se trouve notre joueur. Donc actuellement, là, ce qu'est en train de faire Epic, c'est de retrouver dans le monde, dans l'univers 3D, la position de notre joueur. On ne fait pas encore référence à sa destination, on récupère juste sa location actuelle. Et on voit quoi? On voit ici une soustraction de vecteur, c'est-à-dire on prend sa position et sa position, Epic la soustrait à une autre position. Et il la soustrait à quoi? On le voit ici, il récupère le hit qu'on avait fait passer en paramètre de la fonction, il fait un break dessus et il récupère le location du hit. C'est-à-dire que là, on est en train de soustraire la position du joueur dans l'univers 3D avec la position de là où on a cliqué, en fait, de là où se trouvait notre souris. Et en soustrayant ces deux, ça va nous permettre de faire quoi? De connaître la distance qu'il y a entre ces deux points. Comment est-ce qu'on connaît une distance? En faisant un vecteur, c'est-à-dire x, y, z, moins un autre vecteur x, y, z. Et bien, le résultat de cette soustraction, on passe ici par une fonction qui est le vector length qui nous permet de retourner la longueur si vous voulez. Ça convertit du vectoriel en float et ça nous permet d'avoir une distance du coup qui est exprimée en float. Autrement dit, on ne va pas dire s'étend 203 en x, 408 y et moins de 200 en z. La distance entre les deux points, ça ne nous parlerait pas trop, mais là ça va le transformer en s'étend 2500 unités. Ça parle quand même beaucoup mieux tout de suite. Et là, la fameuse condition que vérifie Epic, c'est ça. C'est est-ce que cette distance entre les deux est supérieure ou égale à une distance minimale? En fait, tout simplement, Epic ne veut pas qu'on déplace le joueur si le joueur est déjà à une certaine distance du point en fait final que l'on vise. Ils ont peut-être fait ça pour éviter que le joueur soit bloqué ou essayer de tourner en rond pour atteindre par exemple une destination qui est au-dessus d'une des petites tours entre guillemets qui composent le niveau, pour éviter que le joueur n'arrive pas à atteindre sa destination. C'est une des possibilités, ou pour éviter tout simplement les tout petits déplacements. Donc cette variable, ça c'est Epic qui l'a créée, ils l'ont appelée min-click-distance, ils l'ont définie ici à 120 unités. Et donc, si cette distance est inférieure à 120, il ne se passera rien. Si par contre, elle est bien supérieure ou égale à 120, à ce moment-là, ça fera le fameux simple move. Et le goal, la destination, du coup, c'est tout simple. Ça récupère le hit. Donc, rappelez-vous, c'est au moment où on a cliqué avec la souris. Donc, ça récupère l'information de ce location, de quel est l'acteur qui a sous ma souris et précisément où est-ce que j'ai cliqué. Ça récupère donc le location et ça vient le renseigner ici dans le goal. Et ça va donc déplacer mon acteur directement là-bas. Si on revient sur l'event graph, c'est donc ce que fait ce move hit to location. Ici, vous voyez le input touch en parlant et en analysant. En fait, c'est tout simplement, je suppose, pour tout ce qui va concerner, parce que je vois que c'est le under finger by channel, c'est pour ce qui va être tactile, tout simplement. Le get hit result under finger by channel. Donc, je suppose, sous confirmation dans les commentaires, mais que le input touch, c'est vraiment quand j'ai un pavé tactile ou quand je suis sur smartphone peut-être ou autre, que je clique avec mon doigt, ça va récupérer cette position. Et cette position, ça fait la même chose. C'est-à-dire que c'est pas ma souris, mais c'est mon doigt. Ça récupère là où j'ai tapé. C'est exactement la même chose. Ensuite, pour terminer cette partie-là, rappelez-vous, on est sur un tic. À chaque tic, on regarde si on a le bouton gauche de la souris enfoncé ou pas, ou alors si on vient d'appuyer sur notre endroit avec le doigt, et si on maintient appuyé, c'est très important. À ce moment-là, on fait ça. Et ici, donc, si c'est avec la souris et que j'ai un casque de réalité virtuelle, alors à ce moment-là, je fais quoi? Je fais directement un simple move to location. C'est la même fonction qui me permet de me déplacer. Et comment est-ce qu'on définit en fait là où on doit aller? On récupère tout simplement. Voilà. En fait, ça récupère. On fait un get player character pour récupérer le personnage qu'on est en train de contrôler. On fait un cast sur le top-down pour pouvoir récupérer précisément tous les composantes, toutes les fonctions qu'on a créées dans ce top-down qui est ici. Et pour faire quoi? Pour récupérer ceci, le cursor to world. Donc, c'est le fameux décal que nous déplaçons dans notre univers 3D. Ça récupère la position dans l'univers 3D de ce décal et ça envoie le joueur à cet endroit-là. Donc ça, c'est ce qui est utilisé quand on a le casque de réalité virtuelle. Donc vous voyez, c'est vraiment très proche dans tous les cas, que l'on soit équipé d'un casque ou pas, que l'on ait la souris ou que l'on ait du tactile, c'est très proche, mais on a juste des petites variantes de fonctions, forcément pour adapter le code en fonction de l'élément de contrôleur que nous sommes en train d'utiliser. Donc ça, c'est pour la partie Event Graph. Et en fait, on a fini tout ce qui concerne notre code. Je regarde juste. Non, c'est tout. C'est tout ce que nous avions à voir. Voilà, parfait. On a terminé notre petite analyse de ce projet. J'espère que vous avez appris quelques divers éléments. Peut-être que vous n'aviez jamais utilisé, par exemple, les fonctions qui vous permettent de savoir ce qu'il y a sous la souris et tout. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour le prochain template ou
prochain tuto. Portez-vous bien, soyez créatifs. Ciao.